Hello, everyone. Bonjour à tous, je m'appelle Kim Wilson et je suis membre de notre Conseil national d'administration. Je suis très heureuse de vous accueillir au 6e et dernier jour de l'édition 2020 de MS Connect. Ce fut une semaine incroyable d'éducation, d'information, de connexion et nous sommes très reconnaissants de faire partie de cette communauté de soutien à l'échelle nationale. Je tiens à remercier tout particulièrement nos commanditaires pour avoir fait de cette conférence d'une semaine une réalité. Merci à notre commanditaire principal, Roche Canada, et à nos commanditaires contributeurs Biogen Canada, Bristol Myers Squibb, EMD Serono Canada, Novartis, Pendo Farm et Sanofi Genzyme, qui ont apporté leur soutien financier pour rendre cette conférence virtuelle possible. Avant de vous présenter notre panéliste et nos panélistes d'aujourd'hui, permettez-moi de vous faire part de quelques détails d'ordre administratif. Les questions peuvent être tapées dans la boîte à questions à tout moment pendant la session d'aujourd'hui en les publiant sur Twitter. Si vous vouliez les publier sur Twitter à l'aide du hashtag MSConnect. Faites entendre votre voix et répondez à notre sondage. Indiquez à qui vous voulez adresser la question. Si vous vous joignez à la conversation en ligne et vous voulez partager votre moment favori de la séance d'aujourd'hui, vous pouvez aller sur Twitter en utilisant le hashtag MSConnect. Faites entendre votre voix et répondez à notre sondage quotidien sur notre page Twitter @MSSocietyCanada. Cette session est enregistrée et sera partagée sur msconnect.ca. N'oubliez pas de visiter la foire aux fournisseurs à msconnect.ca/vendor fair pour en apprendre davantage sur les produits et services des fournisseurs vedettes et sur msconnect.ca/research posters pour en apprendre davantage sur le travail des chercheurs en SP en devenir. Notre séance de cet après-midi comprend un panel d'experts qui se consacre à l'amélioration du bien-être des personnes atteintes de l'ASP. Chaque panéliste apporte une richesse de connaissances et d'expertise qui, nous l'espérons, vous sera utile tout au long de votre parcours avec l'ASP. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir nos panélistes dans la conversation. Pour commencer, je vais demander à chaque panéliste de se présenter brièvement et de dire quelques mots sur lui-même. Par exemple, son domaine d'expertise, votre lien avec l'ASP, pourquoi vous vous êtes impliqué dans la communauté de l'ASP ou dans la Société canadienne de la sclérose en plaques. Et je vais demander à la docteure Pamela Valentine de bien voir commencer, partir le bal pour nous. Merci, Kim. Bonjour à tous. Je suis Pam Valentine, je suis la présidente et directrice générale de la Société canadienne de la sclérose en plaques. J'ai pris ce travail après avoir fait ma formation comme neuroscientifique avec un accent et une expertise dans le domaine de la neurologie et des processus neurologiques et la façon dont le cerveau peut changer avec le temps. Et je me suis joint à la Société canadienne de la sclérose en plaques il y a 3 ans. À l'époque, je ne pensais pas aux gens que j'avais dans ma vie qui vivent avec l'ASP, mais c'est difficile d'être un Canadien, une Canadienne, de ne pas connaître quelqu'un qui a la sclérose en plaques. Comme beaucoup, je connais maintenant beaucoup de personnes qui vivent avec la sclérose en plaques, qui sont dans ma vie. Merci beaucoup, Dr. Valentine. Et ensuite, nous avons maintenant la Dr. Penny Smith. Bonjour à tous. Je suis une neurologue clinique. Je travaille surtout avec l'ASP. Je travaille à l'Université de l'Alberta, à la clinique de SP. Et depuis environ 2008, c'est ce que je fais. Et je vois des gens avec l'ASP, je leur donne des soins cliniques et je travaille dans le cadre d'une équipe qui donne des soins aux personnes qui ont l'ASP. Et de plus, bien, je suis une éducatrice médicale. Je fais beaucoup de travail auprès de résidents en médecine, d'étudiants en médecine et de personnes qui ont l'ASP. Et en tant qu'équipe de recherche, j'aide nos équipes de recherche en transfert de connaissances pour aider, amener nos patients à la recherche et amener la recherche à nos patients. Et je fais ça avec des études locales qui impliquent des études multicentriques. Et je travaille avec le vice-président de la clinique. Je suis vice-présidente depuis 2018. Et comment je suis rentré dans le domaine de l'ASP? Eh bien, ça remonte lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la médecine. En fait, j'étais volontaire à ce moment-là avec les personnes qui ont des handicaps. Et j'ai vu des personnes qui ont l'ASP et ça m'a motivé à
étudié ce domaine. Quand j'étais en neurologie, j'essayais de trouver mon orientation et mes mentors. Nakarash Mogon, qui est la clinique de SP, il m'a appelé un bonjour et il m'a demandé si je pouvais avoir de la formation, si je pouvais faire un fellowship sur la sclérose en plaques. C'est de l'histoire maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Je suis impliqué avec la Société canadienne de la sclérose en plaques depuis que je me suis impliqué en pratique à la Colombie-Britannique. J'ai fait de l'enseignement et de l'extension, du contact sur le terrain avec les gens qui ont la sclérose en plaques. Merci beaucoup, Dr. Smith. Notre prochaine panéliste est Margaret Prociuk. Bonjour, je m'appelle Margaret Prociuk et je suis infirmière praticienne à l'Université de l'Alberta, la clinique d'Edmonton. Et pour ceux parmi vous qui ne sont pas familiers avec ce qu'est une infirmière praticienne, je suis infirmière autorisée d'abord et je suis devenue infirmière praticienne il y a environ 11 ans et je travaille dans le domaine de l'ASP depuis 6 ans et demi. En tant qu'infirmière praticienne, je peux travailler avec une portée de pratique avancée. Ça veut dire que je ne suis pas un médecin, mais je ne suis quand même pas un neurologue. Là, je suis une infirmière praticienne. Alors, dans une clinique, je fais la gestion des symptômes, je m'occupe des gens qui sont en soins de long terme, de longue durée, et je fais ça toujours avec le soutien de mes collègues neurologues dont j'ai bien besoin. Et je me suis ramassé dans ce rôle simplement à cause de circonstances, par la chance. J'enseignais dans une université locale et j'ai dû décider si je voulais que mon parcours de carrière entre en pratique clinique ou en éducation. À ce moment-là, j'ai décidé que je pouvais faire ce travail et je suis maintenant à la clinique de SP depuis lors et j'ai beaucoup aimé ça. J'aime beaucoup ça. Je travaille localement avec la Société canadienne de la sclérose en plaques en Alberta. On a fait des cliniques externes pour faire de l'éducation auprès de la communauté. Le Dr. Stein et moi, on a pu participer à ces séances d'éducation publique. Ça a été une expérience formidable. Merci, Madame Prociuk. Notre quatrième intervenant aujourd'hui est le Dr. Rajiv Ribai. Merci de m'avoir invité. Je m'appelle Rajiv Ribai. Je suis physiatre. Beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que c'est qu'un physiatre. Nous sommes des médecins qui s'occupent des fonctions. On essaie d'optimiser les fonctions d'un patient et mon expertise, c'est de regarder la spasticité, la raideur des muscles et aussi la gestion de la douleur. En sclérose en plaques, j'ai rencontré la sclérose en plaques en tant que résident et je faisais des blagues avant qu'on commence le webinaire. Le docteur Penny Smith était ma mentor, en fait. J'étais résident avec elle comme superviseur en 2003. On a bien vieilli depuis, ça fait presque 17 ans maintenant. Mais c'est justement la docteur Smith qui m'a introduit et mes collègues à la clinique de l'esprit de la UBC. C'est la première fois que j'ai été introduit à la sclérose en plaques, il y a 17 ans. Et le Dr. Tony Trabolski de la clinique de l'esprit de UBC m'a demandé de démarrer une relation collaborative entre la physiatrie, qui est ma spécialité, et la neurologie pour essayer de voir ça, essayer de trouver une façon holistique de regarder le patient et les soins de nos clients. Mon implication, c'est donc depuis 2007 et j'ai vraiment beaucoup aimé le caractère unique de chaque personne et j'ai chéri toutes mes expériences. Ma recherche porte sur la douleur, gestion de la douleur et aussi la spasticité. Merci beaucoup, Dr. Ribai. Notre dernier membre du panel est Patty Burns. Bonjour, je suis Patty Burns. Je suis une bénévole à la Société canadienne de la sclérose en plaques. J'ai rencontré la SP vers 2008. J'ai une forme de SP qui est progressive. Ma première implication a été lorsque j'ai participé à une conférence SP après mon diagnostic. Et récemment, j'ai commencé à aller à des groupes de soutien hebdomadaires et je suis impliqué comme bénévole aussi à mon chapitre local et j'ai été impliqué dans la fourniture de programmes et services. Merci beaucoup, Patty. Encore une fois, merci à tous nos panélistes d'être ici aujourd'hui. Pour commencer, j'ai quelques questions à vous poser pour démarrer la conversation. Pendant qu'on attend les questions de l'auditoire, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions, chers participants. Et je vous rappelle que lorsque vous soumettez vos questions, veuillez indiquer à qui vous adressez la question dans notre panel
et on s'assurera de diriger sa question de façon appropriée. Alors, d'abord, la première question que je vais lancer maintenant au panel. Vous êtes tous venus à ce panel avec des expériences et des perspectives variées. Chacun d'entre vous fait partie de la communauté de la SP et vous interagissez régulièrement avec les autres membres de la communauté. Que signifie pour vous le fait de bien vivre avec la SP? Qu'est-ce que ça inclut? Je vous lance la question. Si quelqu'un dans le panel veut l'attraper au vol, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, là, vivre bien avec la SP? Qu'est-ce que ça inclut? Qu'est-ce que ça comporte? Ah, peut-être que je peux m'essayer. Moi, je pense que ça veut dire de ne pas être obligé de lâcher quoi que ce soit nécessairement et ne pas être obligé d'abandonner son énergie mentale, même quand on vit avec la maladie. Quand on est bien, j'aime voir ça comme on regarde dans le rétroviseur, là, c'est en arrière de nous et bon, c'est là, c'est en arrière, mais ça touche pas à votre vie de tous les jours maintenant. Je pense que quand j'entends les gens parler quand ils vivent bien, c'est de ne pas avoir pensé à ça, de ne pas avoir à y penser. Très bon point de vue. Merci d'avoir partagé ça, Pam. Pour le reste du panel, qu'est-ce que ça veut dire bien vivre avec la SP? Qu'est-ce que ça inclut? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pour moi, en tant que physiatre, et aussi, pardon? Vous voulez que je... Ah oui, allez-y, docteur Djibril, j'irai voir Margaret par la suite. Pour moi, en tant que physiatre, que je travaille aussi à la clinique de UBC, la clinique de l'ASP de UBC, j'ai haï le mot invalidité. J'aime le mot unicité et capacité. Ça, c'est comme ma collègue l'a dit, il faut chérir tout potentiel qu'on a. Il faut vivre sa vie en tant que personne et s'éloigner du mot handicap, invalidité, mais capacité. Toujours se relier avec sa famille, ses amis et avoir des interactions sociales. Merci. Je vous lance la question à vous, Margaret, maintenant. Alors, de mon point de vue, je pense que bien vivre avec l'ASP, c'est comme une approche holistique. C'est pas juste une chose. C'est toute la personne et comment elle gère les choses. Est-ce qu'ils obtiennent tout ce dont elles ont besoin? Moi, je connais une personne, je n'ai pas la sclérose en plaques, mais je travaille dans une clinique de personnes qui ont la SP. Mais je m'occupe pas simplement des médicaments modificateurs d'évolution, mais toutes les composantes qui aident à gérer. C'est ça que ça veut dire pour moi, bien vivre avec la SP. Merci, Margaret. Bon. Est-ce qu'on peut avoir votre perspective? Oui, j'ai un petit peu, je suis Penny Smith, j'ai une perspective légèrement différente. J'aime ce terme vivre bien avec l'ASP parce que je pense que c'est une façon positive et optimiste de penser ce que c'est que de vivre avec l'ASP. C'est pour ça que je crois que c'est comme un but des fois atteignable pour la plupart des gens. Il s'agit que traiter les gens, respecter une personne qui a l'ASP, il faut savoir quand se retirer, quand dire non, afin de créer des situations de vie qu'on veut vivre. Donc, être capable de dire oui aux choses qu'on veut faire, qu'on a besoin de faire pour rester bien, tout en étant capable aussi de dire non pour ne pas laisser d'autres nous contrôler la vie, avoir cette résilience mentale, cette décision pour dire voici ce que je veux pour ma vie et je vais l'atteindre. Merci beaucoup. Et je vais vous lancer la question, Patty, pour avoir votre point de vue de quelqu'un qui vit avec la SP. Qu'est-ce que ça inclut? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, bien vivre avec la SP? Bien, vivre avec la SP, ça veut dire vivre une vie aussi pleine que possible. C'est important pour moi d'avoir une bonne qualité de vie parce que je vais être capable de passer du temps avec ma famille et mes amis et faire des choses. Donc, j'essaie de faire ça moi-même. Par des choses qui sont positives. Je veux bien m'occuper de moi-même, physiquement et mentalement, et aussi m'entourer d'une bonne équipe de santé. Je trouve que ça aide beaucoup. Ça m'aide à augmenter mes capacités. En plus de mon rôle, avoir une équipe de personnes qui peut m'aider à atteindre la meilleure qualité de vie possible. Excellent. Merci, Patty.
Je vois qu'il y a des questions qui commencent à entrer. Donc, je vais passer à la prochaine question. Je vais laisser tomber la prochaine question préparée d'avance. Et je vais demander, j'ai posé une question à Pamela Valentine. Donc, à Pamela Valentine, nous avons une question pour vous ici dans la boîte à questions. La question est la suivante. Comment est-ce que la Société canadienne de la sclérose en plaques peut aider quelqu'un qui a l'ASP à maintenir sa carrière? Oui, ben, on fait beaucoup de choses pour essayer d'aider les gens à maintenir leur carrière, leur activité, leur profession. Nous continuons toujours d'appuyer la recherche. On espère qu'on va avoir des traitements qui seront de mieux en mieux. C'est sûr que ça va prendre du temps. On essaie de prôner beaucoup de types de soutien pour aider les gens à être capables de prendre les congés de maladie appropriés de leur employeur. On a souvent des conversations avec les employeurs sur ce que ça veut dire que d'avoir une maladie chronique comme l'ASP et le fait que à cause de la loi sur l'accessibilité, la première loi sur l'accessibilité que le Canada a jamais eue, en fait, avec cette loi sur l'accessibilité, ça inclut plusieurs maladies. On essaie de faire en sorte d'éduquer le gouvernement fédéral pour qu'il reconnaisse qu'il y a des choses qu'ils doivent faire pour les gens qui doivent entrer, sortir du marché du travail de façon intermittente. On essaie de donner aux gens une compréhension claire de cette maladie et du fait que les gens vivent avec cette maladie et veulent quand même de rester productifs, ils veulent quand même être capables de travailler lorsqu'ils sont en mesure de le faire. Très excellent point de vue. Merci. On va donc passer maintenant aux questions préparées d'avance. Numéro 2. La question est la suivante. Si vous pouviez choisir une seule chose qui vous enthousiasme le plus pour l'avenir de l'ASP, quelle serait-elle? Quelle serait cette chose qui vous enthousiasme pour l'avenir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre le premier tour là-dessus cet après-midi? Oh oui, bien, je vais y aller, très bien. Je serai deuxième. On va y aller pâter pour commencer. Formidable. Il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir ici. Moi, ce que je vais dire, je suis Patty Burns. La recherche, numéro 1, c'est pour moi. La chose qui m'enthousiasme le plus, c'est la recherche pour ce qui est de l'avenir de l'ASP. Prendre part, le fait d'avoir été à la conférence aujourd'hui, avoir entendu ce que les gens disent, et ça a été extrêmement enthousiasmant. Des gens qui viennent on voit qu'il y a de nouvelles thérapies, il y a différentes cibles pour différentes formes de l'ASP et les différents soins. Il y a la forme progressive secondaire aussi. On a entendu de myoscopie, on a entendu parler de toutes sortes de choses et ça nous remplit d'espoir. En bout de ligne, il y a beaucoup de choses à explorer. Mais ça donne une aide à la qualité de vie aussi. Et ça donne de l'espoir aux personnes qui vivent avec l'ASP. Et ça, c'est important pour moi. Merci, Patty. Je pense que le Dr. Rebuy veut intervenir pour répondre à cette question aussi et donner une contribution. Qu'est-ce qui vous excite le plus? Moi, je suis vraiment enthousiasmé pour la prochaine génération de médecins et de chercheurs. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de passion parmi les gens que je forme. Quand j'ai des étudiants que je forme, il y a très peu d'enseignements sur la sclérose en plaques. Maintenant, on est plus conscient de plus en plus à quel point la sclérose en plaques est importante dans la communauté. À quel point il y en a beaucoup. Je suis très enthousiaste parce que j'ai beaucoup de mes collègues résidents qui veulent suivre dans mes traces quand je vais vieillir et ils veulent faire de la recherche. Ils ont cette passion pour la technologie. Et j'aime beaucoup le fait que la nouvelle génération peut collaborer, même plus que ce que je faisais dans le temps quand j'utilisais la technologie. Je pense que les gens vont avoir plus de percées dans leur qualité de vie et aussi potentiellement plus de médicaments modificateurs de l'évolution de la maladie et du traitement holistique. Pour moi, c'est une conscientisation médicale qui va mener à beaucoup de succès dans la recherche. Y a-t-il quelques autres panélistes qui voudraient partager ce qui les enthousiasme le plus? Moi, c'est les progrès qu'on a faits. Quand vous pensez à d'où on vient,
au cours des 20 dernières années, tout le chemin qu'on a accompli. Il y a 20 ans, on avait peut-être 3 traitements disponibles. Et je vois comme des instruments très grossiers, en fait, à l'époque, dans leur efficacité. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a 14, 15 traitements disponibles au Canada. Ce progrès, il y a tellement de progrès qui a été fait. Ce progrès a été absolument phénoménal. Et je pense que ce qui m'enthousiasme le plus dans les médias à propos de la recherche, c'est qu'il y a une véritable possibilité là, qu'on entrevoit, qu'il y aura beaucoup de thérapies qui vont cibler la réparation spécifiquement. Et ça, c'est vraiment, vraiment enthousiasmant. On pense que dans le jeune avenir rapproché, on pourra finalement en arriver à une thérapie réparatrice. Merci, Pam. Dr. Smith, à vous la parole. Oui, alors, ça, c'était en fait une question très difficile pour moi parce qu'il y a tellement de choses qui m'enthousiasment pour ce qui est de l'avenir de la SP maintenant. Et au début, j'avais des réponses assez semblables à Patty et Pam parce qu'ils ont déjà parlé de cela, à quel point c'est emballant. Je vais parler de quelque chose d'autre. Je suis vraiment enthousiasmé par rapport à la façon dont les gens qui ont la SP approchent leur SP maintenant et les soins de leur SP avec leur médecin aujourd'hui. Je trouve que les gens sont motivés à comprendre leur maladie et trouver une façon de la gérer. Et ils me disent ce dont ils ont besoin et chaque fois, on leur trouve quelque chose qui convient. C'est vraiment une interaction avec les patients, avec une décision partagée. Je pense que c'est vraiment un point très enthousiasmant quand je vois ça, que les gens qui ont la SP participent et nous disent, oui, dans quelle direction ils veulent que la recherche aille. Ils dirigent et ils influencent la direction de la recherche et nous disent ce dont ils ont besoin dans leurs soins cliniques. Et je sais là que ce qu'est l'avenir, cette idée de médecine personnalisée et comment on va faire en sorte que les gens vivent bien avec leur SP. Merci beaucoup. Margaret. Eh bien, moi, je fais écho à tout ce que les gens ont dit ici jusqu'à présent. Et je pense que pour moi, la chose la plus enthousiasmante, particulièrement ce que je vois dans notre clinique, c'est la véritable croissance d'équipes multidisciplinaires où on a beaucoup de personnes qui travaillent ensemble, collectivement, pour aider les patients qui ont la SP. C'est pas le cas dans toutes les cliniques. Alors, je suis vraiment emballé de voir que ça grossit, que ça devient vraiment un thème général. Je fais écho à ce qu'a dit le Dr. Smith pour les soins centrés sur les patients et la prise de décision par les patients, partagée avec les patients. Et aussi, je pense qu'il y a une évolution, une progression des médicaments disponibles aussi pour les patients. Ça, c'est vraiment enthousiasmant aussi. Je suis dans le domaine de l'ASP depuis 6 ans. J'ai vu 6 nouveaux médicaments. Je sais qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. S'il y en a un qui ne marche pas pour un patient, il y a quelque chose d'autre qui va aider. Et ça, pour moi, c'est très enthousiasmant d'avoir beaucoup de choix. C'est un bon point, le choix. Il semble y avoir beaucoup d'enthousiasme pour cette question en particulier. Et on voit ce thème chez tous nos panélistes, ce thème de la recherche, du progrès dans le traitement, etc. Et ça me ramène au fait que lorsque j'ai donné l'introduction de ce panel, on a fait beaucoup de travail pour trouver des jeunes chercheurs en plein essor et je vous encourage tous ceux qui sont en ligne à aller visiter msconnect.ca/research pour en apprendre plus sur cette nouvelle recherche parce que c'est vraiment l'avenir de notre capacité de comprendre et de soigner l'ASP, de ce qu'on essaie de faire d'ailleurs très fort. Avant qu'on passe à la prochaine question pour le panel, on a une question qui vient de nos auditeurs. Dr. Rebai, c'est pour vous, alors préparez-vous. Qu'est-ce que les gens devraient faire pour aider à réduire la spasticité en général et particulièrement lorsqu'ils marchent? C'est une question très importante. Tout le monde est unique, alors la spasticité qu'une personne peut avoir et ressentir est différente d'une autre. Quelquefois, pour certaines personnes, la spasticité peut être utile parce que si vous avez de la faiblesse, ça vous aide à vous transférer lorsque vous marchez. Mais ceux qui ont une spasticité qui nuit à leur marche, une des choses les plus importantes, c'est s'étirer. Et une des erreurs que beaucoup
qu'on fait quand on s'étire trop rapidement. Donc, s'étirer lentement. Par exemple, si votre bras est très raide, vous devez l'étirer lentement ou avoir quelqu'un qui va l'étirer. Plus vous bougez rapidement vos extrémités, non, ça va devenir très raide à ce moment-là. Il faut les bouger lentement. Une autre chose que les gens ne réalisent pas et qui peut déclencher la spasticité, c'est si vous êtes anxieux. Vous savez, vous avez une mauvaise journée, vous êtes fatigué. Ça aussi, ça peut déclencher la spasticité. Pas tout le monde. L'infection urinaire, constipation et les ongles carnés. Il n'y a pas seulement ça aussi. Mais il faut aussi se préparer émotionnellement. De la méditation peut vous aider. Les étirements peuvent vous aider. Ce sont des choses très simples qu'on peut ajouter avant de commencer les médicaments. Et aussi, travailler avec votre physiothérapeute ou votre équipe de SP pour examiner les causes. Pourquoi vous êtes de plus en plus raide? Pourquoi ça a augmenté? Merci beaucoup. Et Penny, je m'excuse. J'aurais dû vous poser une question dès le début. Est-ce que vous prononcez votre nom Smith ou Smythe? Je ne suis pas très bonne en prononciation et j'aimerais savoir, et je vais m'arrêter maintenant, je suis en lecture 101 ici. Non, écoutez, c'est correct, il n'y a pas de problème. La façon que c'est appelé, ça devrait se prononcer Smith, mais pour une raison bizarre, mes ancêtres ont décidé que ça se prononçait Smythe. Alors, moi, je réagis aux deux noms, aux deux prononciations, aucun problème. Je sais que c'est moi. Je connais très bien Ian Smith, le joueur de hockey, là. Mais les noms sont importants. Merci. La prochaine question est pour vous. Êtes-vous prête? Oui. D'accord. Alors, vous savez que les piqûres de la grippe augmentent le système immunitaire. C'est quoi le but d'avoir si vous avez une vaccination contre la grippe et tout à coup, vous avez une vaccination contre la COVID qui arrive, qu'est-ce que ça fait? C'est une très bonne question. Merci d'avoir posé cette question sur le vaccin de la grippe, surtout à l'époque où nous vivons actuellement. Alors, pour ce qui est de la vaccination, nous, neurologues en SP, on suggère que nos patients se fassent vacciner contre la grippe. Il y a des cas très, très rares où certaines rechutes semblent être déclenchées par ce vaccin, mais il y a beaucoup plus de rechutes reliées au fait d'avoir la grippe. Alors, ça a été établi avec le temps. Il y a des études qui ont examiné ça, que les gens qui ont l'ASP disent qu'en fait, avoir le vaccin pour la grippe, c'est bon pour les gens qui ont l'ASP au lieu d'avoir la grippe. Alors, je suggère ça aux gens de se faire vacciner contre la grippe et c'est bon pour tous les types, tous les vaccins contre la grippe qui sont toujours avec des virus inactivés, ce qui est beaucoup plus sûr. Alors, il n'y a pas de danger, c'est des virus inactivés. La deuxième question porte sur le vaccin de la COVID-19. Moi aussi, ça, c'est vraiment relié. On a vraiment hâte que ce vaccin soit disponible, quel que soit le vaccin qui soit choisi. Je connais des Canadiens qui travaillent comme neurologues et qui vont pouvoir mettre des lignes directrices pour les gens qui ont la SP et les neurologues qui travaillent avec les SP étudient cette question. Le Canada est actuellement en discussion avec, je crois, 5 à 7 types de vaccins contre la COVID-19 qui travaillent de façon assez différente. Et les idées générales des neurologues de SP dans l'ensemble du pays, c'est que le vaccin contre la COVID-19 de Generating Thought est sûr pour les gens qui ont l'ASP. Donc, on va suggérer que nos patients se fassent vacciner contre la COVID-19 lorsque ces vaccins deviendront disponibles. Maintenant, cependant, après cela, on se demande si certaines personnes qui ont certaines thérapies de SP pourraient être capables de monter la réponse immunitaire nécessaire avec ce vaccin de la COVID. Donc, il y a des réflexions entreprises ici, particulièrement pour ceux qui sont sur Ocrevus avec l'ocrelizumab. On se dit que ocrelizumab, leur réponse vaccinale ne sera pas toujours la meilleure et ce qu'on aurait pour les gens qui n'ont pas le ocrelizumab et Ocrevus. Alors, votre neurologue va peut-être vous parler de choisir le timing de votre vaccin de la COVID-19 par rapport au moment où vous prenez votre ocrelizumab. Il y a une façon de laisser se diluer et disparaître l'ocrelizumab dans votre corps pour que ça marche pour vous. Il y a le Mavenclad aussi, qu'on connaît comme la cladribine aussi, pour ceux qui sont dans les premiers 6 mois après avoir pris leur traitement à la cladribine.
le vaccin ne serait pas aussi fort. Alors, parlez à votre neurologue pour qu'il vous dise à quel moment ce serait bon pour vous d'avoir ce vaccin contre la COVID. La même chose avec l'Emtrada ou l'Alemtuzumab. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que le vaccin COVID-19, quand il va être disponible, quand est-ce qu'il va être disponible? Pensez-y tout de suite. Parlez-en à votre neurologue. Dites-lui sur quel médicament vous êtes pour votre SP et demandez-lui quel serait le bon timing pour étant donné le médicament que vous avez, pour vous assurer que vous ayez la réponse la plus robuste possible contre la COVID-19. Merci beaucoup, Dr. Smart. J'apprécie beaucoup votre réponse. Ici, on parle de qu'est-ce qui vous excite le plus, qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus. Mais ma troisième question au panéliste est la suivante. Quel est le plus grand défi pour la communauté de l'ASP actuellement? Non pas ce qui vous enthousiasme le plus, mais c'est quoi la plus grosse difficulté? Comment on peut surmonter cette difficulté? Alors, quel est le plus gros défi pour la communauté de l'ASP et comment pensez-vous qu'on va surmonter ces défis? Je vous donne quelques secondes pour penser à cette question. Le docteur Ribai, je vous lance la balle. Je vous mets sur la sellette, je sais que vous pouvez prendre la pression. C'est une question très intéressante. La plus grosse difficulté. Il y a plusieurs couches que je pourrais donner comme réponse. La première, c'est que souvent, je trouve que nos amis et nos familles et nos proches, les gens qui vivent avec l'ASP sont étiquetés de la même façon. Et je pense qu'il faut vraiment considérer le caractère unique de chaque individu. Il y a aussi une stigmatisation pour les gens qui ont, disons, pas beaucoup d'invalidité. Là, quelquefois, c'est invisible. Il y a des symptômes invisibles comme la fatigue, par exemple, qu'on oublie. Et je vois beaucoup de mes patients qui sont marginalisés à cause de ça. Et plusieurs personnes qui se demandent s'ils ont vraiment un diagnostic de SP. En fait, il y a un spectre. Il faut vraiment éduquer pas seulement l'éducation médicale, mais l'éducation de nos agences gouvernementales pour qu'ils s'aperçoivent que l'invalidité ou le handicap, c'est pas juste un handicap visible. Le handicap émotionnel est important aussi. Et aussi, l'impact sur la famille, l'impact sur les soignants aussi. Il faut voir ça dans l'ensemble. Je pense que c'est plus complexe que simplement un diagnostic. Et l'autre chose que j'aimerais dire ici, c'est que quelquefois, on blâme tous les symptômes sur la sclérose multiple, sur la sclérose en plaques. Il faut être conscient qu'il y a d'autres choses que la sclérose en plaques. Alors, il faut aussi éduquer nos médecins à dire que tout ce qui se passe chez un patient, ce n'est pas nécessairement la SP. Il faut éliminer les autres possibilités avant de dire que tout ça est causé par la SP. Donc, c'est l'éducation pour prôner la défense des droits de chaque individu qui a la SP qui est unique. Il ne faut pas avoir une espèce de désignation universelle qui est fourre-tout, là. Merci beaucoup de cette opinion. Patty, est-ce que je peux vous lancer la question? Moi, je dirais que c'est d'être isolé de sa famille, de ses amis. C'est ça qui est le plus gros défi. C'est un défi. Quelquefois, toutes les rencontres deviennent virtuelles très souvent. Et j'aimerais insister sur à quel point c'est important de rester en contact avec la communauté de l'ASP et chercher des soutiens du soutien auprès de groupes de soutien. Avec ça, on fait tous face à ça. Tout le monde est exposé au virus. Donc, je pense que pour surmonter ça, ça va prendre du temps. Il va falloir attendre, avoir ce vaccin sûr. Et c'est sûr que la COVID est un défi, mais une fois que ça sera disponible, il y aura toute la logistique d'immunisation qu'il faudra examiner. Mais entre-temps, il faut travailler ensemble dans toute la communauté de l'ASP. Il y a tellement de programmes virtuels qui sont à faire actuellement, qui sont formidables. Et aussi, il faut vraiment aller vers les gens qui n'ont pas la technologie, des appels téléphoniques, par exemple, s'assurer qu'on reste tous en contact les uns avec les autres dans ce moment difficile que nous traversons actuellement.
Absolument. Merci d'avoir soulevé cela, Patty. C'est un bon point. L'isolement, surtout pendant une pandémie mondiale, là, comme on en a parlé au niveau du Conseil de la société. C'est un grand défi. Cette pandémie donne beaucoup de difficultés pour les gens qui ont l'ASP en particulier, pour les gens qui vivent avec l'ASP. Merci d'avoir souligné ça. Margaret, est-ce que je peux vous demander de nous donner vos réflexions sur ce sujet? Oui, je pense qu'il y a 2 ou 3 domaines qui, à mon avis, sont les plus grands défis. Un d'entre eux, c'est faire en sorte que les employeurs ou les compagnies d'assurance comprennent ce qu'est l'invalidité. Je fais écho ici à ce que ma collègue a dit justement il y a quelques minutes. C'est très difficile, c'est dur quand vous avez des fournisseurs d'assurance qui refusent votre réclamation, votre demande d'indemnisation. Il faut donc plus d'éducation pour que les gens qui ont l'ASP aient une bonne couverture d'assurance. Et l'autre chose que je remarque aussi, parce que moi aussi, je fais beaucoup de visites dans les établissements de soins de longue durée, il faut trouver du logement adéquat pour les jeunes qui ont la sclérose en plaques. Je sais que nous avons beaucoup de choses qui ont une maladie progressive ou pas, mais il y a aussi des personnes qui ont un niveau de maladie assez important qui doivent être prises en charge dans un établissement. Il faut trouver des établissements qui pourront travailler pour eux à cause de leur jeune âge, hein. Ils ne seront pas nécessairement dans un établissement avec, faut qu'ils ne soient pas avec des gens des nonagénaires et des gens de plus de 80 ans tout le temps. C'est un des points importants, je pense, pour les jeunes qui vivent avec l'ASP. Merci, Margaret. Dr. Valentine, je vous lance la question. Ensuite, on va aller au Dr. Smythe. Bien sûr, je pense les gens ont bien exprimé certains des principaux défis. Je pense chaque jour je pense à la connectivité, que c'est important dans la communauté de l'ASP. Et en réalité, qu'est-ce que ça va être à long terme? Ça me fait penser qu'on n'est pas souvent en communauté parce que nos bureaux ne sont pas ouverts actuellement. Il faut s'assurer quand même que la communauté reste connectée. Et particulièrement, j'entends souvent parler de personnes qui n'ont pas accès à l'Internet. Vous savez, je m'inquiète de ce que ça peut faire. Je m'inquiète de tous nos membres, mais particulièrement il y a un groupe de personnes ici qui sont extrêmement isolés. Ils n'ont pas l'Internet, mais imaginez-vous, et c'est un gros défi. Il faut trouver une façon de s'assurer qu'on est là pour eux, qu'on se préoccupe d'eux, qu'on veut aider et s'assurer que ces personnes ont ce sentiment de connexion dont ils ont tellement besoin. L'autre défi qu'on va avoir, je pense, dans les années à venir, c'est de garder le pied sur la pédale d'accélération pour ce qui est de la recherche. Ça, la recherche dans ce secteur a été frappée durement parce que on a grandi comme une organisation qui vient de la base et traditionnellement, on a joué presque tout notre argent à faire des événements dans chaque communauté partout au pays, d'un océan à l'autre. Et sans la capacité, comme on n'a plus la capacité de faire ça maintenant, il y a eu une chute massive de fonds disponibles pour nous. Alors, je pense que un de nos gros défis ici, ça va être de trouver ces ressources pour s'assurer qu'on ne perd pas l'élan incroyable que nous avons actuellement, le bel élan dans la recherche et qu'on a réussi à maintenir pendant 20 ans. Il y a encore un grand fossé si on veut vraiment comprendre les mécanismes de la progression et si on veut obtenir de meilleurs traitements qui vont cibler la forme progressive de la maladie. Et ça continue d'être un défi. Mais je suis vraiment reconnaissante qu'on a des bons partenaires qui se sont réunis et qui travaillent fort sans regarder les frontières ou sans se limiter pour faire en sorte que les meilleurs esprits se rencontrent pour trouver des solutions. La même question, je vous la lance à vous, Dr. Penny Smythe ici. Merci, Dr. Penny Smythe, de votre contribution à cette question 3. Moi, je dois dire que j'ai ma réponse, mais quand j'ai écouté tous les panélistes, je me suis dit, ben oui, c'est ça le vrai défi pour notre communauté. Alors, j'ai tout écouté, ces belles réponses. Moi, j'ai une chose un peu différente. C'est un petit peu semblable à ce que Margaret a dit plus tôt. Je vois comme le plus grand défi pour la communauté de l'ASP actuellement, c'est d'avoir une influence sur ceux qui développent les politiques publiques pour
permettre des avancées dans les politiques gouvernementales et les politiques de santé publique pour garder tout le soutien dont on a besoin pour les personnes. Peut-être que c'est un peu coloré par le fait que je vis en Alberta actuellement, où je trouve qu'il y a un petit peu une déconnexion actuellement avec le gouvernement quant à la question de savoir où on veut aller pour soutenir les gens. Il s'agit de faire avancer la couverture, les politiques de couverture de médicaments, l'assurance médicaments, couvrir les coûts des médicaments pour les gens qui ont la SP. Et au niveau local, je veux qu'on reconnaisse cette invalidité, comprendre que c'est pas une invalidité totale, permettre aux gens de travailler à temps partiel quand ils ne peuvent pas travailler à temps plein, et savoir est-ce qu'on pourrait pas accepter leur contribution qui pourrait être à différents niveaux, à différentes intensités. Et il s'agit d'adapter l'infrastructure pour les gens qui ont la sclérose en plaques avec différents niveaux d'invalidité. C'est comme ça qu'on va pouvoir les permettre qu'ils ne soient pas à l'hôpital et qu'ils continuent à bien vivre avec leur famille, avec leur communauté et dans notre société canadienne. Et comment surmonter cela? Là, c'est la partie difficile de cette question. Je pense que la question, c'est par un effort concerté, comme ceux que font la Société canadienne de la sclérose en plaques. Et il faut des efforts ciblés, comprenant les gens qui ont la SP, notre communauté, nos amis dans cette communauté et toute la communauté médicale aussi. Il faut qu'on soit concerté pour rappeler à nos personnes qui développent la politique sur les différentes façons qu'il y a de supporter nos personnes avec la SP, comme on a parlé de Pam Valentine plus tôt. Merci, Dr. Smythe. Je suis d'accord. Je vois que ça résonne ici. Certaines de ces gens qui font de la défense et de la promotion de l'éducation, comment avoir un groupe dédié au niveau national, parce qu'il faut contacter tous les niveaux de gouvernement pour influencer les politiques publiques, pour que les gouvernements comprennent mieux l'impact sur les gens qui ont la SP. Et il y a 1000 groupes par le pays. On travaille avec différents intervenants, différentes parties prenantes pour faire cette éducation, cette promotion des droits et pour faire avancer le bien-être des gens qui ont le SP. Merci donc de votre opinion. On veut remercier leur auditoire de continuer à nous poser des questions. Vous mettez vos questions vraiment dans la boîte aux questions. Alors, n'arrêtez pas d'écrire vos questions, on les adore. La prochaine question de nos auditeurs provient c'est pour le Dr. Rebai. Sur la question de bien vivre avec l'ASP, quelle est la progression qui peut permettre aux gens de conserver la marche s'ils ont l'impression que c'est ça qu'ils peuvent faire après avoir marché avec une canne, ensuite 2 cannes, qu'est-ce qui vient après? Dr. Rebai, vous voulez aborder cette question? C'est une question très importante, en fait. Il y a beaucoup de stigmatisation quand on prescrit une aide à la marche ou une broche, par exemple, un corset, là, par exemple. Pour beaucoup de mes patients, ça leur dit qu'ils ont perdu la bataille avec. En fait, les aides à la marche sont vraiment des outils fascinants qui peuvent préserver votre énergie et vous permettre d'en faire plus. Moi, je vois ça dans l'autre sens. C'est pas une stigmatisation. C'est pas qu'on décline, qu'on perd le combat, mais c'est qu'on garde la mobilité, on continue de faire de l'exercice et on continue à s'étirer. La recherche montre, par exemple, que la canne peut décharger jusqu'à 5 à 10 livres sur une articulation. Si vous avez une douleur au genou ou une douleur à la hanche, qui est ça peut aider beaucoup votre douleur. Ça peut aussi diminuer votre spasticité directement. Alors, ma réponse serait que la progression dépend de la sécurité aussi. Si vous avez des chutes, il faut peut-être passer d'une canne à 2 cannes et peut-être une marchette à 2 roues pour avoir plus de stabilité et vous permettre de marcher un peu plus qu'une simple marchette sans roulette. Beaucoup de mes patients, quand j'entends l'option d'une marchette ou d'une canne, d'habitude, ils disent non, je peux me passer de la marchette, mais ensuite, je peux me passer de la canne. Après quelques chutes, par contre, peut-être une année après, ils vont dire, docteur, vous aviez raison, ça m'aide beaucoup, je peux en faire plus maintenant que j'ai ces cannes ou ces marchettes. J'insiste. Je trouve que les gens ont plus au risque de perdre de l'énergie s'ils n'ont pas ces instruments quand ils marchent. Ils vont ressentir plus de fatigue et ça peut les aider. Et je leur donne une prescription, presque comme un médicament, pour dire utilisez votre canne comme si c'était un exercice. C'est comme ça que je conseille les gens. Ça dépend toujours des personnes. Si vous allez progresser d'1 à 2 cannes ou à une marchette à roulette, mais c'est très important pour préserver l'énergie et la fonction. Merci beaucoup.
La prochaine question est arrivée. Elle n'est pas dirigée à personne en particulier, alors je vais faire comme je l'ai fait pour les autres questions. Je vais la lancer à tout le groupe et je soupçonne que le Dr. Rebaugh ou le Dr. Smith ou Pam vont vouloir la prendre au vol. Une question pour les gens qui ont la forme progressive secondaire de l'ESP. Y a-t-il des avancées dans ce domaine de l'ESP progressive secondaire? Moi, je peux répondre à ces questions. Donc, c'est vraiment un domaine, une année très enthousiasmante pour les gens qui ont la forme secondaire progressive parce qu'on a Fingolimod qui a été approuvé au Canada, qui est pour les gens justement qui ont la forme progressive secondaire, mais aussi ceux qui ont de l'activité inflammatoire continue. Alors, c'est une porte pour trouver un traitement efficace pour les gens qui ont la forme progressive secondaire de l'ESP et pour essayer d'altérer le cours de la progression avec le temps. Maintenant qu'on a ça, je pense, on se dira qu'est-ce qu'on va faire avec la thérapie pour la forme cyclique. Une fois que vous avez ça, ça devient une exclusion. Je pense qu'on va pouvoir élargir la portée de Fingolimod à toutes les personnes qui ont la forme progressive secondaire avec le temps. Trouver le bon médicament pour la bonne personne, le médicament qui convient le mieux. Il y a aussi un traitement de gestion systémique qui existe depuis un certain temps, mais qui était assez coûteux. Peut-être que le Dr. Rebaugh pourrait parler un petit peu de ce traitement qu'on appelle Sanoprine ou Vampira. Le Vampira peut aider les gens, par exemple, avec leur marche. On a la difficulté à l'obtenir, beaucoup de personnes en Alberta, parce que ce n'est pas couvert. Vampira n'est pas couvert par la politique de santé publique, mais c'est une option pour essayer d'augmenter votre énergie motrice jour après jour. Dr. Rebaugh, avez-vous quelque chose de plus à dire là-dessus? Oui, je suis d'accord avec vous. Ce qui est intéressant avec le Vampira, c'est que c'est un des premiers médicaments qui a été homologué pour aider la vitesse de marche chez les personnes qui ont la forme cyclique avec poussée de rémission. J'ai utilisé ça aussi avec les gens qui ont la forme progressive, même si ce n'est pas prévu dans l'étiquette de ce médicament. Deux choses. D'abord, ça peut aider l'énergie, ça réduit la fatigue, mais ça peut aussi aider à la dextérité dans les mouvements et augmenter la coordination. C'est ce que mes patients me signalent. Je pense qu'il y a plus d'études qui doivent être faites, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose là. Le coût est un problème. Les compagnies pharmaceutiques ont certaines capacités de donner des médicaments par compassion pour aider nos patients, mais il y a des critères très stricts et certaines pharmacies confondent ça avec leur propre version générique pour diminuer les coûts. Il faut faire attention chez les patients qui ont des convulsions et des dysfonctions convulsives parce que ça peut abaisser le seuil de convulsion. Alors, il y a plus de risques de convulsions. Alors, il s'agit d'être tolérant. Il faut avoir un niveau tel, ça peut augmenter le niveau de tolérance aussi. Merci beaucoup d'avoir exprimé votre opinion sur cette question. Nous avons une autre question d'un de nos spectateurs. C'est pour le Dr. Pamela Valentine. Dr. Valentine, quand on veut faire des donations pour le triple mardi, comment on fait? Qui triple notre don? On a eu ce mardi triplé le don. On a eu de très bons amis dans la Société canadienne de sclérose en plaques. Un de ses bons amis a mis un fonds de 2 millions de dollars, un fonds de donation sur une base appariement avec les dons qui sont faits. C'est un membre de la famille, c'est un membre de la famille d'une personne qui a la ASP, qui veut demeurer anonyme et elle voulait s'assurer qu'elle encourageait d'autres à faire la même chose, à faire donner ses fonds. Elle a donné un fonds de 2 millions. On est tellement reconnaissant à cette personne anonyme qui est un membre de sa famille qui a l'ASP. Ça fait une grosse différence pour la Société de la sclérose en plaques. Comme je l'ai dit, on n'aurait peut-être pas pu faire cet événement. La COVID est arrivée justement au bon moment pour éliminer toutes nos saisons de levée de fonds reliées à des événements. Ça a eu un impact de 12 millions de dollars en tout, ce 2 millions de dollars qui a été donné. On est vraiment reconnaissant envers cette personne et on espère que ça va encourager d'autres personnes à aider pour s'assurer qu'on puisse être ici, qu'on puisse faire le travail qui, on le sait, est nécessaire et qui est très important et qu'on pourra continuer à faire les investissements dans la recherche, dans le monde de la recherche, aussi bien dans les gens, investir dans les scientifiques, dans cette prochaine génération de jeunes chercheurs qui a été mentionnée plus tôt, pour leur donner cette capacité
La recherche, les chercheurs canadiens du Canada sont parmi les meilleurs au monde et on veut s'assurer qu'on continue d'avoir cette expertise disponible au Canada parce que ça se traduit en meilleurs soins cliniques, on le sait. Alors, on est très reconnaissant d'être capable d'être en mesure d'offrir cette occasion d'apparier les dons qui sont faits par les personnes. Merci beaucoup. J'aimerais rappeler à nos spectateurs, auditeurs aujourd'hui que vous pouvez taper la question dans la boîte à questions, dans la boîte de conversation, mais indiquez, s'il vous plaît, à qui vous dirigez votre question. On vient juste d'avoir une question qui est adressée à personne en particulier. Je vais la lancer au panel dans son ensemble et voir qui va l'attraper. La question est la suivante. Si la marijuana médicale, est-ce que c'est bénéfique pour les gens qui vivent avec l'ASP? Moi, je vais prendre celle-là, moi. Je vais la prendre, celle-là. OK, Dr. Rebai d'abord. OK, ben, moi, je trouve que pour beaucoup d'aspects de douleur des patients dans nos cliniques, écoutez, je suis un défenseur que s'il y a la bonne sélection, si on sélectionne comme il faut le patient, il y a une place, un bénéfice dans les cannabinoïdes. La question, c'est quel type? Parce qu'actuellement, à Santé Canada, il y a tellement de compagnies qui ont été accréditées. Comment choisir? C'est ça le problème. Mais en Colombie-Britannique, il y a 15-20 ans, quand j'étais en formation comme résident, beaucoup de mes patients commençaient à l'utiliser ou cultivaient leur propre marijuana. Et ils ont eu de bons bienfaits. Et la recherche montre qu'il y a certainement des bonnes études robustes qui nous montrent actuellement qu'il y a des changements dans la spasticité, par exemple. Si on peut utiliser les cannabinoïdes, le cannabis peut aider. Ça aide à la douleur, aussi les cannabinoïdes. Et on a certains médicaments actuellement qui sont prescrits. Un qui s'appelle Sativex, c'est un vaporisateur de cannabis en CBD et THC, qui est la véritable marijuana, mais c'est un médicament sous ordonnance qu'on peut prescrire. On a aussi du cannabis synthétique, c'est le Nabulone, qui a plus de THC et plus d'effets secondaires, mais moi, je suis un peu Santé Canada. Si mon patient veut s'inscrire avec certaines compagnies, je les encourage, mais il faut choisir correctement. Il y a des personnes qui font pousser leur propre cannabis, mais je trouve que pour la douleur, c'est mieux de trouver la meilleure combinaison, c'est un produit avec une plus forte teneur en CBD plutôt qu'une teneur en THC. Par exemple, de l'huile de cannabis, un peu. Il y a des gens qui fument aussi pour une douleur aiguë. La version THC, à plus haute teneur en THC. Mais je suis pas contre. En fait, c'est sûr que les cannabinoïdes font partie de notre arsenal, mais il faut faire très attention par rapport à certains critères qui ne rendraient pas les choses. C'est des gens qui ont des problèmes d'humeur et des bipolaires, ça peut être contre-indiqué si vous êtes bipolaire ou si vous avez des problèmes de troubles de l'humeur. Et aussi, ça dépend si vous avez déjà eu du cannabis par le passé ou pas, parce que ça va affecter la dose. Merci, Dr. Rebai. Je vais vous lancer la parole maintenant. Allez-y. Oui, je veux répondre. Oui, allez-y. Eh bien, c'est pas tout le monde qui a accès à des produits comme le Dr. Rebai qui peut bien éduquer les gens par rapport aux bienfaits du cannabis médical. Pour les gens qui n'ont peut-être pas l'accès à un spécialiste comme ça, il y a des cliniques de cannabis partout au Canada où vous pouvez demander à votre médecin de famille ou votre neurologue de vous référer. Ou vous pouvez obtenir du counseling autour de la prise de décision et des gens qui vont vous suivre sur votre utilisation de cannabis pour voir comment ça fonctionne pour vous. Alors, c'est ce qu'on fait dans notre clinique. On réfère les gens à une clinique de cannabis. Alors, j'encourage les gens à demander s'il y a une clinique de cannabis dans leur région si ça les intéresse. Très bon point, Dr. Smythe. Encore une fois, c'est toujours une question d'éducation. Alors, ne partez pas parce qu'on a des questions pour vous deux. Est-ce que je peux dire une chose encore? Oui, allez-y, Pam. Vous savez, ça, c'est un domaine où on dit depuis quelques années déjà qu'il y a un appel, un besoin de preuves scientifiques dans le cannabis, par exemple. On a beaucoup de choses à apprendre. Ça prend des études. Les gens utilisent ces produits, c'est clair, parce que ça leur donne différents bienfaits, différents bénéfices. Et on sait qu'il y a beaucoup de confusion dans ce domaine. On sait qu'il peut y avoir certains effets négatifs aussi. On a entendu plus tôt cette semaine là, le docteur Feinstein qui a parlé de l'impact sur la cognition. Alors, il y a encore beaucoup de choses qu'on doit apprendre
Et donc, c'est important d'investir dans la recherche pour comprendre comment maximiser les bénéfices de ces produits pour les gens. Absolument. Très bon point. Maintenant, passons à la prochaine question qui est à la fois adressée au Dr. Smith et au Dr. Ribaille. Quelle est la différence entre les lésions dans le cerveau et dans les régions dorsales? Cerveau et dorsal, oui. Oh, OK. Je pense, bon, d'abord, les lésions, c'est des coupures d'informations qui se produisent en sclérose en plaques lorsque les cellules immunitaires attaquent la myéline dans certaines régions et brisent cette myéline. Et c'est ça qui correspond aux symptômes des personnes lorsqu'elles ont des poussées de SP. Ça peut revenir avec le temps, ça peut s'empirer, ça peut mener à de l'invalidité. Alors, quand les gens parlent de lésions, ils parlent simplement des endroits, des pertes d'informations qui se sont produites maintenant ou par le passé. Parce que quand il y a un axone qui est épluché, là, ça ne revient pas. C'est comme du duct tape qu'on met autour d'un fil. Ça ne marchera peut-être pas aussi bien après, même s'il y a remyélinisation. Alors, c'est ça qui est une lésion pour moi. C'est une perte d'enveloppe d'un axone. S'il y a des endroits d'inflammation qui peuvent se produire dans la SP, ça peut se produire dans le cerveau, dans la moelle épinière et dans le nerf optique. Alors, quand les gens parlent d'inflammation, des zones d'inflammation, des lésions qui se sont produites dans le cerveau, ça porte avec soi certains symptômes de SP, comme la faiblesse, l'engourdissement, difficulté à marcher ou à parler, mais ça peut être aussi des choses silencieuses ou asymptomatiques. Ce sont des blancs qui se produisent, des neurones qui disparaissent, mais vous ne sentez pas vraiment la différence. C'est pour ça que plusieurs neurologistes font des IRM pour monitorer, superviser le tout. Il y a aussi des pertes d'informations qui peuvent se produire dans votre moelle épinière. Et ça, c'est ce qui cause le plus couramment des problèmes de marche, d'engourdissement, de chatouillement, manque de contrôle intestinal. Je suis sûr que le Dr. Ribaille peut en parler plus. Mais quand on parle de lésions là, dans la colonne dorsale, là, ça, c'est quelque chose assez, une partie spéciale de la moelle épinière qui est dans le dos, qui peut mener à des problèmes avec des vibrations du système. Vous ne savez plus où sont vos pieds, par exemple, quand vous marchez. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent ajouter quelque chose à ça? Eh bien, moi, j'aimerais dire que tout ce que vous avez dit est bon, mais je ferai écho à tout ce que vous avez dit. Il s'agit plus pour nous de connaître la symptomatologie, comme vous l'avez dit. Si vous avez plus de lésions cérébrales, vous avez plus de problèmes de fatigue, vous pouvez avoir de la faiblesse dans les membres, par exemple, difficulté d'équilibre. Mais dans la moelle épinière, dans la colonne vertébrale, ceux qui ont le plus de difficultés, c'est l'intestin, la vessie, la spasticité. C'est plus difficile. Les lésions de la moelle épinière sont plus difficiles à traiter pour la spasticité et la douleur. Mais ça dépend aussi où se trouve la lésion. Ça peut toucher une région plutôt qu'une autre. Alors, on s'agit de savoir si ces lésions peuvent influencer certains symptômes. Comme l'a dit le docteur Smart, c'est pas tout le monde qui a une lésion qui a la même quantité de douleur ou la même quantité d'invalidité. Ça aussi, c'est fascinant à observer. Merci beaucoup à vous deux. Nous avons une autre question provenant d'un spectateur et c'est pour vous, Margaret. Recommandez-vous un régime alimentaire spécifique à vos patients qui ont l'ASP? Non, je ne recommande pas de régime alimentaire spécifique à mes patients. Ce que je fais d'habitude dans ce scénario, je vais leur demander c'est quoi leurs inquiétudes et on a une diététiste qui travaille avec notre clinique et je vais les référer à cette diététicienne. Mais je ne recommande aucun régime alimentaire spécifique. Merci. Maintenant, je vais passer une question à l'ensemble du panel. La question est la suivante. Qu'est-ce qui est le plus grand progrès que vous avez vu, à votre avis, pour les gens qui vivent avec l'ASP? Et je vais vous lancer cette question, Margaret. Donc, je répète la question. Quelle est le meilleur avancée que vous avez vu récemment pour les gens qui vivent avec l'ASP? Moi, je pense que le plus gros progrès que j'ai vu dans mon expérience avec l'ASP, c'est le développement des médicaments modificateurs de l'évolution de la maladie et l'accessibilité à ces médicaments et l'efficacité de ces médicaments. Merci beaucoup. Patty, je vais vous lancer la question maintenant, comme étant quelqu'un qui vit avec l'ASP. Qu'est-ce qui, à votre avis, est le plus gros progrès pour les gens qui vivent avec l'ASP?
je suis d'accord, moi, pour dire là, que le progrès, c'est dans le nombre de médicaments modificateurs d'évolution de la maladie qui existent. J'ai été diagnostiqué il y a 23 ans et il y avait juste 2 ou 3 médicaments disponibles à l'époque. Mais moi, je n'étais pas considéré comme une candidate appropriée pour aucun de ces 3 médicaments. Donc, j'avais eu sur TNT maintenant 14 médicaments différents. Et alors, on voit que les gens ont plus, ils peuvent tirer avantage d'utiliser beaucoup plus de médicaments. Et ça peut aider à contrôler la progression de la maladie. Et aussi, les nouveaux médicaments sont là, existent à gérer la maladie progressive, la SP progressive. Merci, Patty. Dr. Smythe, à votre avis? Eh bien, je dirais que je me suis dit, ah mon Dieu, Margaret m'a volé mes réponses encore une fois. Alors, moi, je vais aller dans une autre direction pour ce qui est du plus gros progrès. C'est pas seulement les thérapies disponibles pour les gens, mais aussi l'approche plus holistique qu'on a maintenant pour aider les gens qui ont l'ASP. Non seulement on parle maintenant de thérapie, on parle aussi de stratégies comme l'exercice, des stratégies pour faire face à sa maladie, pour faire du coping. Je suis très intéressé aux thérapies comportementales pour aider à régler certains symptômes de dépression et d'anxiété à la SP. Ces thérapies comportementales fonctionnent très bien. On parle maintenant de messages pour, par exemple, demander aux gens d'arrêter de fumer. Ça peut aider la SP avec le temps. Superviser leur tension artérielle et des choses comme ça. Et je suis très, très enthousiasmé par rapport à la direction qu'on est en train de prendre sur les approches de traitement pour les femmes qui ont l'ASP et parler de la grossesse, qu'ils deviennent une grossesse, pour qu'ils puissent traverser cette grossesse et avoir un enfant et être capable d'être bien pendant toute cette période de grossesse et d'accouchement. Ça a été un superbe progrès. Merci. Maintenant, je vais vous lancer la question à vous, M. Rebaille. Alors, je ferai écho à tout ce que mes amis et collègues ont dit. Pour moi, je pense que j'ai remarqué que la recherche ne se concentre pas seulement sur la forme avec poussée, la forme cyclique. Je trouve ça formidable maintenant qu'on examine de plus la population des gens qui ont la forme progressive. Mais je pense qu'il faut regarder ça d'une façon holistique, pas juste comme une entité de maladie cyclique ou progressive, mais il faut regarder le caractère unique de chaque personne. Et la communauté réalise maintenant que la sclérose en plaques, c'est la maladie neurologique la plus courante. Tout le monde est touché. Vous connaissez quelqu'un dans votre famille, vos amis. Et je pense qu'il faut réaliser que avec tout l'accent qu'on met actuellement sur la recherche, les soins individualisés sont très importants. Je crois vraiment en une étude en monde réel, pas seulement les études à double issue randomisées. Je me concentre sur chaque individu, comment il se sent. Il faudrait faire passer la recherche beaucoup plus vers la perspective du patient au lieu seulement les médicaments modificateurs d'évolution. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Et la deuxième chose qui m'enthousiasme beaucoup, ce sont les soins collaboratifs. Vu qu'il faut qu'on travaille ensemble d'une façon interdisciplinaire. Par exemple, les neurologues, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes. Et le patient est au centre, le gardien du seuil de tout cela. Et il nous permet de faire notre travail et on travaille en tant qu'équipe. Et ma dernière remarque, c'est que j'ai l'impression que mes patients sont maintenant plus ouverts à me parler de choses dont ils ne parlaient jamais. Santé sexuelle, par exemple, ou la vessie, le problème de vessie. C'est très important d'en parler. Si nous avons des discussions ouvertes, si on a cette plateforme partagée de soins collaboratifs, je pense qu'on pourra faire un meilleur travail comme médecin avec les paramédicaux. Merci beaucoup. Dr. Valentine, est-ce que je peux vous demander de répondre à cette question pour le panel? Ah, il y a tellement eu de bonnes réponses. Je vais essayer de donner ma réponse aussi. Je pense qu'un des plus grands progrès qui a été fait au cours des 20 dernières années, c'est que maintenant, on peut diagnostiquer avec l'IRM, avec cette technologie de résonance magnétique qui fait qu'on peut diagnostiquer des années avant ce qu'on faisait avant. Et on sait que les maladies progressives neurologiques, on sait que le temps est important. Alors, si on peut la repérer rapidement, c'est très important. Mes collègues ont d'ailleurs dit qu'on peut leur donner des thérapies efficaces beaucoup plus tôt.
et dans le cours de leur maladie, dans la progression de leur maladie, ça change le jeu pour la trajectoire de plusieurs personnes de nos jours. D'autres domaines où ça a progressé, c'est qu'on comprend beaucoup mieux qu'on le faisait il y a 20 ans, certains des mécanismes sous-jacents. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais on a fait beaucoup de progrès. Et je pense que ça, vraiment, ça nous a expliqué dans quelle pipeline de traitement potentiel on va commencer à voir apparaître au cours des prochaines années. Merci. Alors, maintenant, pour Pam, encore une fois, une question pour vous d'un de nos spectateurs. Et ça parle, quand on a parlé de la COVID-19, on passe à travers ça, dans cette pandémie, hein, d'un océan à l'autre. Ça a été un grand défi au niveau personnel et professionnel, mais il y a beaucoup de secteurs comme la Société canadienne de la sclérose en plaques a vu ça comme un défi. C'est une question, qu'est-ce que la Société canadienne de la sclérose en plaques fait pour appuyer les gens qui ont l'ASP partout au pays? Quel est l'impact de la COVID-19 sur les gens qui ont la sclérose en plaques? Oui, ben, excellente question. Merci à la personne qui l'a posée. Ça a été très difficile. Dans le domaine des soins de santé, pas seulement pour la Société de la sclérose en plaques, mais mes collègues, pour tout le monde, dans tous les organismes de bienfaisance, tous les organismes de bienfaisance en santé au Canada font face aux mêmes défis. On a vu une diminution de 50% de nos revenus actuellement, ce qui fait en sorte qu'on a dû prendre des décisions difficiles pour traverser ces moments durs. Nos bureaux sont demeurés fermés, bien sûr. Le bureau traditionnel dans lequel on se réunissait là, est fermé. Et on est obligé, il faut passer à un endroit maintenant où on va ne pas se tenir très souvent. On est arrivé à réaliser que cette pandémie va être plus longue qu'on le pensait. À mesure qu'on voit ça, on a pensé à créer ce qu'on appelle des aides communautaires, des centres communautaires. Et comment créer plus de présence dans la communauté partout au pays. Des centres qui dépendent moins d'un bureau physique, là, dans un édifice, mais des endroits où on pourrait se rassembler dans la communauté de façon assez régulière. On cherche encore les réponses appropriées. Comme je le dis souvent, il n'y a pas de guide sur comment faire face à une pandémie. On n'a pas ça. Alors, si les gens ont des bonnes idées, on aimerait les entendre. On essaie de mettre toutes sortes de moyens virtuels en place pour créer des connexions dans la communauté. Mais comme on en a parlé aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tout le monde peut se joindre de cette façon. On sait qu'il y a des endroits au pays, des gens qui n'ont pas un bon accès à Internet, où les gens ne sont peut-être pas aussi à l'aise avec certaines de ces plateformes virtuelles. Les gens peuvent avoir des défis, des difficultés à utiliser certaines de ces technologies. Pour moi-même, je ne suis pas super techno. Je peux comprendre ça. Hein? Alors, je pense qu'il faut continuer de chercher les meilleures façons qui nous permettraient de nous connecter pour créer ce sentiment de communauté, pour faire en sorte que tout le monde sentent qu'ils font partie d'un tout plus grand et qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire malgré les circonstances dans lesquelles on se trouve. Merci, Pam. J'ai une question qui nous vient de Patty. Patty, quel conseil auriez-vous pour les gens qui font la transition vers la forme progressive secondaire à partir de la forme cyclique? Bonne question. Je dirais que je vais revenir à un des commentaires qu'a fait le docteur Rebuy sur l'utilisation des outils dont vous avez besoin pour aider à rendre votre vie un peu plus facile. Vous savez, vous avez des bonnes journées, des moins bonnes journées. Et je pense qu'il faut utiliser l'équipement qui est là pour vous faciliter la vie. Tendez la main, allez parler aux gens dans la communauté de l'ASP qui ont passé par la même chose, qui ont passé à travers les mêmes choses que vous, parce que personne d'autre ne peut comprendre mieux. Hein, ils ont déjà été
euh, par là où vous avez passé, où vous passez actuellement. Là. Alors, si vous pouvez contacter des gens qui ont l'ASP, parler à votre médecin et essayer d'obtenir les meilleurs soins que vous pouvez. Travailler avec votre équipe de santé, comme on l'a dit. Encore une fois, le Dr. Rebuy a parlé de travailler en collaboration avec un physiothérapeute, un ergothérapeute. Bâtissez-vous une équipe autour de vous qui va vous aider à faire cette transition de la meilleure façon possible. Merci, Patty. Et j'aime beaucoup le point que vous avez soulevé par rapport à bâtir une équipe. Là. Les soins collaboratifs, c'est tellement important. Ça fait intervenir toute cette vision holistique de la personne qui vit avec l'ASP. Dr. Banton, nous avons une autre question pour vous. Est-ce que les chercheurs de SP au Canada se connectent avec des chercheurs d'autres pays pour partager de l'information, etc.? Je pense que vous êtes très bien positionné pour répondre à cette question. Oui, et comme j'ai dit, nous avons une formidable communauté de la recherche au Canada. Elle est de premier niveau par rapport au monde entier. Nous avons aussi de nombreux chercheurs qui forment des collaborations avec d'autres chercheurs ailleurs dans le monde, selon leur expertise ou selon ce dont ils ont besoin comme expertise. Mais une des choses que j'aimerais dire sur la communauté de l'ASP, c'est que c'est très, très, très interrelié au niveau mondial. Alors, c'est pas comme d'autres maladies. Il y a beaucoup d'observations qui viennent souvent de les gens qui viennent de toutes sortes de formations. Ça, c'est un des plus grands avantages. Donc, on a des sociétés de la sclérose en plaques dans le monde entier qui sont toutes reliées les unes aux autres. Nous avons l'Alliance internationale qui veut établir des liens pour les traitements de la forme progressive de la maladie. Alors, nous avons des réseaux mondiaux délibérément mis sur pied, mais nous avons aussi plusieurs chercheurs indépendants, plusieurs réseaux d'investigateurs actuellement. Et je dirais que ce réseau est tricoté serré. Cette communauté est vraiment tricotée serrée. Et je dirais qu'une des choses qui peut nous aider du côté de c'est pour ça qu'on progresse du côté de la forme progressive. Merci. Merci beaucoup. Dr. Smith, nous avons une question pour vous de la part de nos auditeurs aujourd'hui. Maintenant, vous vous demandez les IRM plus souvent pour monitorer les lésions, mais ça devient de plus en plus courant. Est-ce que ça va devenir encore plus courant, plus répandu? Oui, je pense que c'est devenu déjà plus courant comme pratique, ces IRM. Ça aide beaucoup pour moi, en tant que neurologue, de pouvoir surveiller l'évolution de l'ASP chez une personne, non seulement d'après leur aspect extérieur, les poussées qu'ils ont, ce qu'ils ont ressenti au cours du passé, est-ce qu'ils ont plus de capacité ou s'ils pensent que les choses s'améliorent ou s'empirent, subjectivement, mais aussi leur prescrire l'IRM pour avoir certaines preuves cliniques de connectivité ou de la nouvelle inflammation. Alors, on va chercher de nouvelles plaques, de nouvelles lésions, si vous voulez, des plaques. On aime beaucoup l'IRM du cerveau. On le fait beaucoup plus régulièrement que celui de la colonne vertébrale parce que l'IRM de la colonne vertébrale est plus... On peut perdre certaines inflammations avec le temps. Alors, beaucoup de neurologues, quand on commence à faire passer des IRM, quand on commence des médicaments sur une personne, on veut faire un IRM avant pour quelques mois après, ou après, un peu après qu'on a commencé une nouvelle thérapie, pour voir comment les choses vont sous la surface, ou des fois avoir une nouvelle ligne de comparaison pour l'avenir. Alors, les gens sont souvent ça annuellement ou à tous les 2 ans. Bon, si c'est stable, on le fait annuellement, sinon on va le faire à tous les 2 ans si c'est stable. Alors, si les gens ont de nouvelles taches, de nouvelles plaques, de nouvelles lésions là, dans leur cerveau, on voit ça 10 fois plus. Alors, pour chaque nouvelle poussée clinique où Charles rechute, d'habitude, il y a 10 ou 12 nouvelles plaques qui se sont développées dans le cerveau. Alors, vous pouvez voir que l'IRM peut devenir une belle façon de monitorer l'activité de la maladie à un niveau sous-jacent. Merci, Dr. Smith. Une bonne question. La prochaine question est posée au panel en général ici. Pensez-vous qu'un jour, nous pourrons vivre sans MS, sans SP? La question, disons, au cours de la prochaine décennie. On touche du bois, là. Qui veut répondre à ça? Margaret, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une question fantastique. Et je crois que
dans la prochaine décennie. Je ne sais pas si c'est réaliste, mais je crois que éventuellement, ils vont trouver ce diagnostic et ils vont arriver avec un traitement très tôt et l'ASP deviendra une chose du passé. Merci. Dr. Rebai. Avez-vous des réflexions là-dessus? Les traitements pharmacologiques pour la gestion des symptômes ne cessent d'augmenter. Et je pense que oui, ça va se produire. Pour ce qui est de traitement curatif, on est de plus en plus proche quand on regarde des modèles des maladies auto-immunes par rapport aux maladies inflammatoires. Il y a beaucoup de collaboration dans le monde. Je pense que la COVID fait quelque chose d'assez intéressant. Ça va accélérer la technologie et va faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble. Alors, les 10 prochaines années seront intéressantes à voir pour voir si on pourra avoir plus de collaboration internationale pour peut-être trouver un traitement curatif plus rapidement. Docteur Ballantyne, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre point de vue là-dessus? Je suis pleine d'espoir. Quand je regarde le progrès qui a été atteint dans une période de 20 ans, ma neurologie, mes collègues en neurologie là, vont vous confirmer que, à part le VIH, la recherche en SP, c'est ce qui a donné plus de traitements sur le marché. Si on accepte peut-être les traitements sur le VIH depuis 10 ans, là, le plus grand nombre de nouveaux traitements sont là. Moi, j'ai eu la chance de voir ce qui se passe au niveau mondial et le niveau de collaboration qui se produit est extraordinaire. Je pense vraiment que nous allons trouver quelque chose. Je n'aime pas beaucoup le mot traitement curatif comme s'il y avait une seule recette magique qu'on va trouver. On parle maintenant de chemin de soins, c'est-à-dire de soins au pluriel, plusieurs chemins possibles. C'est la bonne façon, je pense, de voir la chose, de conceptualiser le tout. Je pense qu'il va y avoir des traitements qui vont devenir disponibles, qui réussissent tellement bien pour gérer les symptômes que, un peu comme pour le VIH, on va être capable de vivre une vie normale, sans symptômes, et les gens vont pouvoir être repérés tôt. Et de plus en plus, je pense qu'il y a aussi beaucoup de facteurs de risque qu'on commence à comprendre mieux et qu'on pourra atténuer le risque beaucoup plus tôt, de sorte que les gens, dans le meilleur des cas, ils n'auront pas les symptômes, tout simplement. Alors, j'ai vraiment beaucoup d'espoir que dans le cadre de ma vie présente, on va pouvoir avoir quelque chose d'extraordinaire qui va avancer beaucoup. Merci. Dr. Smythe, quelle est votre opinion sur cette question? Eh bien, moi, je pense que je vais faire écho à ce que Pam a dit. Je pense qu'au cours de la prochaine décennie, je pense que vivre sans le fardeau de l'ASP, ça va exister, je pense. Je ne sais pas si on va arriver au point où on pourra éradiquer l'ASP, l'empêcher de se produire en 10 ans. Je pense que c'est un objectif un peu plus éloigné avec la recherche, mais je pense qu'on va être capable de fournir des façons d'améliorer la récupération et la réparation de sorte que les gens puissent demeurer à une étape très fonctionnelle. Peut-être que vous allez avoir un diagnostic de l'ASP, on va vous donner un vaccin, il va y avoir différentes façons qui vont prévenir le reste des symptômes. Et vous allez pouvoir continuer à vivre sans le fardeau de la maladie. Merci. Et Patty, en tant que personne qui vivait avec l'ASP, je suis vraiment intéressé à entendre votre point de vue sur cette question. Eh bien, vivre avec l'ASP présente va sûrement beaucoup évoluer au cours des 10 prochaines années et pourrait trouver quelque chose qui va changer la qualité de vie de très grand nombre de personnes parmi nous. Ça serait extraordinaire, ça serait fantastique si ça serait fait en 10 ans, si c'était fait en 10 ans à grand coup. Oui, ça serait très important pour moi, c'est sûr. La recherche peut nous aider à traiter les choses de façon plus spécifique et traiter les symptômes aussi de façon plus spécifique. Je pense qu'on va y arriver. Je demeure pleine d'espoir. Merci, Patty. Alors, ça a été une conversation incroyable. Et pour clore cette journée, je ne peux pas croire qu'on arrive à la fin de notre temps ensemble cet après-midi. Je sais que beaucoup de nos auditeurs ont beaucoup apprécié cette séance. Je peux parler à cause des questions qui ont été posées, ce qui a été fantastique. Mais j'ai une dernière question pour chacun de nos panélistes aujourd'hui, au moment où on approche de la fin de notre séance. C'est une question double.
qu'est-ce que vous voyez comme la livraison de notre mission en l'avenir en tant que communauté qui veut aider l'ASP et comment pouvons-nous continuer à nous assurer que nous sommes là pour les personnes atteintes de SP? Donc, Margaret, pouvez-vous nous démarrer sur cette question à deux volets, l'avenir de notre mission et comment continuer? Oui, bien sûr. Là où je vois que la société de l'ASP s'en va, c'est vers la recherche sur la sclérose en plaques et de quoi elle va avoir l'air. Je ne sais pas ce que ça va être. Je ne suis pas une chercheur moi-même, mais je sais qu'il faut continuer d'avancer dans la recherche. Et ce que j'aimerais voir aussi, c'est des programmes de soutien aux patients. Je pense que je vois déjà beaucoup de patients qui vivent avec l'ASP et qui ont de la difficulté. Et il y a eu des programmes de soutien des patients auparavant qui ne sont plus là et j'aimerais que certains de ces programmes reviennent. Je vois beaucoup de besoins dans le monde de l'ASP de ce côté-là. Alors, j'espère que ça répond à la question. C'était peut-être un peu long, alors j'ai un peu oublié le début de la question. C'est formidable. Non, non, c'est beau, c'est beau. Ce que vous voyez comme la mission, c'était premier volet, et la continuité. Comment continuer de s'assurer qu'on soutient les gens qui ont la SP? Mission et soutien continu. Dr. Sman, je vais passer à vous maintenant. Oui, moi, je pense que la mission de l'organisation est vraiment d'être là pour les gens et défendre et promouvoir le bien-être de la personne qui a l'ASP. Je vois la société de l'ASP comme une force très bien éduquée, très éclairée, très puissante qui répond aux besoins et aux préoccupations des gens qui ont l'ASP. Et j'ai vu toutes ces énergies individuelles. Ça peut unir toutes ces énergies individuelles dans une seule énergie, dans une seule motivation qui peut avancer la recherche et les soins pour les gens qui ont l'ASP. C'est là que je vois l'avenir de la mission. Et c'est difficile d'être là actuellement pour les gens qui ont l'ASP et à cette période de COVID, cette période d'isolement et cette période de contrainte. Et il faut tendre la main aux personnes qui sont sur ces plateformes virtuelles, en essayant d'utiliser les ambassadeurs SP qui existent actuellement, comment toucher les gens, même par téléphone, par exemple. Est-ce qu'on devrait faire un appel général pour faire des dons de iPad, par exemple, cette campagne de dons de iPad, ou faire de la levée de fonds pour essayer d'amener les gens sur ces plateformes virtuelles. Comment se reconnecter avec notre téléphone, peut-être, pour expliquer aux gens comment ça peut fonctionner. Ou chercher des dons d'argent et traduire ça en couverture Internet, par exemple, pour les gens avec le temps. J'aime réinventer les choses. Je pense que ça va devenir plus puissant en raison des défis qui ont été créés au cours de quelques derniers mois par la COVID, par exemple. Merci beaucoup. Dr. Rebuy, je passe à vous maintenant. Oui, pour certaines remarques de fermeture. Oh, on dirait que vous êtes en sourdine, Dr. Rebuy. Oh, je m'excuse. Désolé. Moi, j'allais dire que il faut continuer le beau travail que vous faites. Sans la Société canadienne de l'ASP, je n'aurais pas ces plateformes. Et c'est tellement bien de collaborer avec mes collègues, mais en même temps, on travaille tous ensemble. C'est pas juste basé sur les médecins. On travaille comme équipe, une équipe collaborative. Je dirais que pour la Société canadienne, l'éducation est la clé de continuer ces programmes auprès de nos résidents médicaux, nos chercheurs. Ça, faut pas que ça arrête. Et l'autre chose, c'est un navigateur, une aide à la navigation. Et vous avez ce concept qui est formidable. C'est presque comme un navigateur pour aider les cliniciens aussi à naviguer dans la réalité des personnes qui vivent avec la sclérose en plaques. Et la chose très importante pour l'avenir, c'est d'utiliser la technologie, mais aussi de l'utiliser d'une façon qu'on peut faire en sorte que ceux qui sont vulnérables dans la communauté, qui n'ont pas accès à ces instruments. Je pense que cet isolement dû à la COVID, comme quelqu'un a dit, c'est réel. Et personne ne devrait rester isolé. Il faudrait utiliser cela avec les gens qui sont moins privilégiés, qui sont moins favorisés avec l'éducation pour leur donner du mentorat. Ça serait formidable si ça pouvait se faire. Merci beaucoup. Patty, remarque de fermeture, dernière réflexion. D'accord. Je crois qu'il est important que la société, l'ASP, continue d'offrir des programmes qui appuient la recherche et l'éducation.
de la communauté, qui défendent les droits des gens, qui éduquent le monde à propos d'eux. On a parlé de vivre en communauté, comment l'accès au neurologue peut être entravé. S'il y avait une façon peut-être qu'on pourrait rassembler ces gens, peut-être que les cliniques de SP pourraient aider à éduquer différents médecins dans différentes régions rurales pour leur donner de l'appui. Et nous vivons actuellement dans un âge virtuel, une ère virtuelle. Et s'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour aider les gens à rester branchés à la communauté de l'ASP, ce serait vraiment un autre volet important et on doit s'assurer qu'on le fait. Merci, Patty. Maintenant, je lance la parole Maggie pour quelques commentaires finaux. Oui. Je devrais remercier d'abord. Merci à tout le monde de la variété de vos réflexions. Mais je vais dire quelque chose je fais écho à tout ce que mes collègues ont dit. C'est que cette organisation a commencé il y a plus de 30 ans et dans chaque collectivité, c'était un mouvement qui partait de la base. Et à mesure qu'on s'imagine au-delà de cette crise particulière dans laquelle on est actuellement, il faut revenir à ces points fondamentaux de connexion communautaire et véritablement s'assurer qu'on porte attention et qu'on bâtit ces connexions à la base chez les gens. Et ça, pour moi, ça veut dire des fois des choses un peu de la vieille école. Ça peut être des appels téléphoniques, se faire des appels téléphoniques. C'est des choses qu'on peut tous faire, je pense. Si vous connaissez des gens qui souffrent, on sait, on a entendu parler de plusieurs personnes, je me sens seul, les gens nous disaient, parce que ma famille, j'ai un corset, ma famille, les parents. Prenez le téléphone, appelez quelqu'un, écrivez une lettre. C'est peut-être un peu vieille école, mais on entre aussi dans une nouvelle ère. Il ne faut pas avoir peur d'essayer ces nouveaux outils technologiques. Certains vont être formidables, il y en a peut-être qui ne marcheront pas, mais il faut accepter le fait qu'on va faire certaines erreurs en passant au suivant, en passant à la prochaine possibilité. Et c'est correct, pourvu que le travail continue, qu'on continue d'essayer d'améliorer. Mais c'est vraiment le mieux-être qui est important. Quand on développe le concept, quand on a développé un concept d'une stratégie il y a un an, rétrospectivement, la direction était bonne. Ce que ça visait, c'est d'être pratique, ce qu'on voulait voir souvent, faire avancer les traitements et les soins, améliorer le mieux-être, identifier les mécanismes de progression qui vont nous permettre de comprendre et stopper la progression et finalement être capable de prévenir l'ASP. Et la façon dont on avait pensé à la façon d'atteindre ça, c'est pas seulement par les actions de la Société canadienne de la sclérose en plaques, c'est par les actions conjuguées de nous tous dans la communauté de l'ASP qui nous réunissons, ce pouvoir collectif que nous avons qui nous permet d'atteindre ces buts. Donc, vraiment, j'espère que je peux encourager tout le monde à ne pas passer trop de temps à penser à ce qu'on avait dans le passé, mais commencer à se concentrer sur quelles sont les possibilités pour l'avenir. Quel avenir nous voulons tous collectivement créer ensemble qui vont nous permettre d'atteindre une vision de monde sans SP. Merci beaucoup, Pam. Bon, c'est tout le temps que nous avions aujourd'hui, mais j'aimerais remercier tous mes panélistes des visions de leur engagement aujourd'hui. C'est très apprécié. Et au nom de la Société canadienne de l'ASP, merci d'avoir participé et soutenu la conférence MS Connect 2020. Nous espérons vous avoir mis en contact avec les recherches, les informations et les ressources nécessaires pour vous soutenir tout au long de votre parcours. Merci de votre soutien pour faire de MS Connect un succès. Je m'en voudrais si je n'exprimais pas toute ma gratitude à notre commanditaire principal, Roche Canada, et notre commanditaire associé, tous les autres commanditaires, Bristol Myers Squibb, Biogen Canada, EMD Serono Canada, Novartis, Pendo Farm et Sanofi Genzyme. Un grand merci à nos fournisseurs, aux conférenciers et tous les présentateurs qui ont parlé, tous nos invités spéciaux. Vous savez, quand je regarde, j'ai pris des notes tout au long de la journée. Qu'est-ce qui est surgi comme recherche? C'est tellement crucial. La recherche est cruciale, l'éducation est cruciale, la défense des droits et la promotion est crucial.
par exemple, Dr. Riva a beaucoup insisté sur le traitement collaboratif. On est tous là-dedans ensemble. L'approche collaborative. La COVID-19 nous a apporté beaucoup de défis, bien sûr, pour ce secteur et pour la Société canadienne de la sclérose en plaques. Nous avons de l'espoir. Alors aujourd'hui, nous pouvons partout au pays maintenant, chacun dans son endroit, avoir de l'information qu'on va partager de façon régionale. Et je rappelle ce que le Dr. Valentine nous a dit, de travailler pour avancer ensemble de façon positive pour aider collectivement à atteindre nos objectifs de stopper la MSP. Souvenez-vous que le réseau de connaissances et les rencontres personne à personne sont là pour aider tout le monde qui ont des défis reliés à la MSP pendant ces périodes particulièrement difficiles. J'espère voir un jour, le jour où on pourra encore une fois se réunir en personne, mais d'ici là, restons engagés à avoir des façons sûres et significatives de nous connecter et d'offrir du soutien. On s'encourage de ce côté-là. Ça a été très encourageant d'entendre des présentations sur les percées dans la recherche qui continuent de se produire malgré la période difficile que nous traversons. Il est plus important que jamais de continuer à augmenter l'élan qui a été créé et à pousser vers l'avenir pour obtenir les progrès qui vont nous aider à réaliser un monde sans SP. Toutes les séances de recherche ont été enregistrées et sont partagées sur msconnect.ca. Et lorsque vous visitez le site web, prenez quelques minutes pour visiter notre page du Salon des fournisseurs et la séance d'affiches virtuelles pour pouvoir vous relier directement avec les fournisseurs ainsi qu'avec tous les jeunes chercheurs en SP. Au cours des prochains jours, après la conférence, vous recevrez un lien pour remplir un sondage. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de remplir ce sondage parce que vos commentaires sont importants pour nous pour comprendre mieux comment nous pouvons améliorer la conférence. Encore une fois, j'aimerais parler des incroyables employés de personnel que nous avons à la Société canadienne de l'ASP et tout le travail infatigable qu'ils investissent. Encore une fois, qui ont rendu possible cette conférence MS Connect sur une plateforme virtuelle comme on n'avait jamais fait. Merci à tous les incroyables talents de vous tous qui travaillent à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Encore une fois, merci d'avoir pris part à MS Connect. Je vous souhaite un fabuleux week-end. Au revoir et à la prochaine.